Bonjour, prenez place et rangez vos téléphones. Alors aujourd'hui nous allons parler de l'art et de la technique. C'est un des chapitres qui rentre dans celui que vous avez déjà vu sur la culture, mais qui approfondit cette question-là en se demandant en quoi l'art et la technique sont différents, sachant que l'un et l'autre nous libèrent de la nature et de nos besoins, mais d'une manière différente. Écoutons d'abord André Malraux qui nous parle de l'art comme ce qui nous libère de nos besoins puisqu'il nous libère de la mort. Vous allez comprendre tout de suite en écoutant. En face de la mort, il n'y a que ce qui résiste à la mort. En face des puissances de la nuit, il n'y a que l'immortalité. Donc l'art, quel est le rôle de l'art dans la culture? La question à se poser d'abord, c'est de savoir si l'art est un besoin ou un plaisir. Et c'est là qu'on va pouvoir le différencier de la technique. Alors je vous rappelle ce que nous avions vu à propos de la culture. La culture, c'est le résultat de la transformation de la nature par le travail. C'est un domaine évidemment où il n'y a que de l'humain. Par contre, ce travail, il utilise de la technique afin de satisfaire nos besoins. Le travail est une nécessité vitale. L'artisan, lui aussi, utilise la technique pour transformer la nature. Par exemple, un arbre, il le transformera en chaise. Donc il y a là encore une satisfaction de nos besoins et de nos désirs. Le travail de l'artisan répond à des besoins, lui aussi. D'ailleurs, à propos de la technique, Aristote nous dit « Nous jugeons que le savoir et la compréhension appartiennent davantage au savoir-faire technique qu'à l'expérience, et nous considérons ceux qui ont du savoir-faire technique comme plus savants que ceux qui n'ont besoin que de l'expérience, et que chez tous, le savoir s'accompagne plutôt du fait de connaître. Cela tient au fait que les premiers savent la cause et non les seconds. Ceux qui ont de l'expérience ne savent que le fait, mais ne savent pas pourquoi il s'est produit, tandis que ceux qui ont du savoir-faire technique connaissent le pourquoi, c'est-à-dire la cause. Les architectes ne sont pas des manœuvres. Donc nous avons ici une différence entre quelqu'un qui aurait simplement l'expérience de quelque chose et le technicien. Le technicien connaît la cause et il sait pourquoi il fait quelque chose. Donc selon Aristote, la technique n'est pas une simple capacité d'exécution et de maîtrise des moyens, mais une manière d'arriver à une fin connue et décidée. Au manuel qui n'a qu'une expérience, elle ajoute l'intellectuel. Donc on a quelque chose avec le technicien qui se détache résolument de la simple matière et de sa manipulation pour savoir vers où elle va et faire même des projets. C'est important. Quand je fais un projet, j'inscris ma liberté dans la matière, puisque je vais pas simplement prendre la matière telle qu'elle est, mais je vais la transformer. Ce n'est pas encore de l'art, mais on s'en approche en quelque sorte. Avec Aristote, nous comprenons que la technique est elle aussi un moyen de transformation de la nature, un travail intellectuel, mais qui répond à des besoins, à la différence de l'art. Voilà. La différence de la technique avec l'art, c'est que la technique va répondre à des besoins, donc elle reste très liée quand même à la matière et à la matérialité. Voyons la définition de l'art. Alors l'artisan, ce n'est pas l'artiste, c'est l'artiste. L'art a deux sens. D'abord, l'art, c'est l'ensemble des moyens de procédés conscients par lesquels l'homme tente à une certaine fin, cherche à atteindre un certain résultat. Là, on est encore du côté de l'artisan. Mais l'art, c'est aussi l'ensemble des règles, des moyens, des pratiques ayant pour objet la production de choses belles. La grande différence,
c'est que dans un premier cas, l'artisan va faire des choses utiles, tandis que l'artiste, lui, va faire des choses belles. Et on va voir la différence. Moi, par exemple, l'artisan lui fait des choses utiles, ça n'est pas du tout la même chose que des choses belles, parce que les choses belles, eh bien, elles sont inutiles. Elles ont pas de, je ne peux pas me servir d'un bouquet de roses. Je ne vais pas en faire quelque chose. Je ne vais pas pouvoir y ranger mes affaires comme, par exemple, le fera l'artisan qui sera capable de fabriquer une armoire. Donc on a quelque chose de différent, fondamentalement, entre l'artiste et l'artisan. L'artiste fait des choses qui ne sont pas directement utiles. Donc, pour reprendre notre définition de la culture, la nature, elle est travaillée, mais cette fois-ci par la technique de l'artiste, elle est transformée et elle me procure non pas une satisfaction d'un besoin vital ou d'un besoin simplement un désir, mais, ou utile en tout cas, mais une satisfaction esthétique. L'art n'est pas une nécessité vitale et ne répond pas à des besoins. C'est ça l'esthétique. Évidemment, on voit bien que l'enjeu, c'est pas simplement de faire des choses pour le plaisir de les faire, mais quoique, c'est aussi essentiel. L'enjeu philosophique, c'est que plus je suis débarrassé de ce qui est utile, plus je suis libre. Bon, par exemple, l'animal, lui, il va un oiseau dans mon jardin, il passera son temps à chercher des vers de terre, par exemple, un merle. Il suffit de le regarder faire, mais à aucun moment il va s'arrêter pour regarder si le jardin est beau. Tandis que l'homme, lui, donc il sera complètement pris dans ses besoins, dans le besoin, et on ne pourrait pas dire qu'il est libre. Tandis que celui qui va admirer le jardin, lui, eh bien, il se libère des simples besoins, il ne sait plus s'il a faim ou soif, peu importe, il regarde le jardin et il le trouve beau. Donc, à l'inverse, dès qu'une chose devient utile, elle cesse d'être belle, nous dit Théophile Gautier. Alors, ce qui est intéressant, on peut encore aller un petit peu plus loin avec Kant, se demander quel plaisir est le beau, et il faut le distinguer, d'après Kant, de l'agréable. C'est-à-dire qu'il va rajouter une condition pour que quelque chose soit beau, il faut que ce soit non pas agréable, mais beau. Parce que ce qui est agréable, c'est vrai pour moi, c'est agréable pour moi seul. Je ne peux pas dire aux autres, je t'assure que c'est beau, tu dois reconnaître que c'est beau, puisque ça n'est agréable que pour moi. Une promenade dans la forêt, tel ou tel paysage peut m'apparaître très agréable, parce qu'il va me rappeler des souvenirs, parce que quelque chose de bien qui est lié à ma biographie, par exemple. Mais en tout cas, pour l'autre, ça ne vaudra rien et ça ne signifiera rien, ça sera juste agréable pour moi seulement. Tandis que le beau, lui, tout le monde va reconnaître que c'est beau. C'est universellement beau. Le beau, c'est ce qui plaît universellement à son concept. Donc, encore une fois, on s'éloigne de l'agréable, de la satisfaction d'un désir particulier. On va de plus en plus vers quelque chose de spirituel. C'est ce qui nous explique dans le détail, et important, toujours Kant. En ce qui concerne l'agréable, c'est le principe suivant qui est valable. À chacun son goût. Il en va tout autrement du beau. Il n'y a pas lieu d'appeler beau un objet qui ne plaît qu'à celui qui le trouve beau. Affirmer que quelque chose est beau, c'est attendre des autres qu'ils éprouvent la même satisfaction. Il ne juge pas pour lui seulement, mais pour tout le monde. Et il parle de beauté comme si c'était une propriété des choses. S'il juge autrement, il les blâme et il leur dénie ce goût dont, par ailleurs, il affirme qu'ils doivent l'avoir. Donc c'est quelque chose que j'ai envie de partager, parce que je le trouve beau, mais ça n'est valable. Je peux oser ou espérer pouvoir le partager que parce que c'est beau universellement. L'idée de dire que la beauté, c'est à chacun son goût, et chacun trouve midi à sa porte, ou je ne sais quoi encore, ça c'est une erreur. Ça, c'est pas comprendre ce que c'est que le beau, c'est confondre le beau et l'agréable. Quelque chose qui est beau, chacun le trouvera beau, tout le monde le trouvera beau. C'est universellement beau. Parce que c'est éloigné des besoins et des choses particulières. On peut résumer ça comme ça, par ce schéma. Donc les besoins et les désirs sont attachés à la matière. Bon, par exemple,
je désire manger une pomme, et c'est contingent, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui tient du hasard, et qui peut disparaître d'ailleurs aussi. Donc la pomme, une fois mangée, eh bien, j'aurai envie d'une nouvelle pomme. Je suis lié à mes besoins. C'est le complexe de la boîte de chocolat dont on a parlé. Par contre, du point de vue de l'art, c'est pas un besoin, j'éprouve un plaisir esthétique, c'est-à-dire spirituel, pas matériel. Et je peux parler à ce moment-là non pas d'une beauté contingente, mais d'une beauté nécessaire et qui me libère de la matière. L'art, c'est donc ce qui me libère. Un plaisir esthétique. Prenons un exemple qui va être intéressant parce qu'on va voir combien il tient sur rien, il est inutile, et pourtant, c'est beau. Nous voyons là combien la beauté est spirituelle, tient sur presque rien, c'est presque du vent, enfin, c'est du vent d'ailleurs. Elle est utile à rien, bien entendu, mais en même temps, elle n'est pas totalement désincarnée parce qu'elle passe par nos sens, notre corps, et une matérialité. Par exemple, les violons, ils sont matériellement fabriqués. Donc il y a quand même dans l'art quelque chose qui reste matériel. Ce n'est pas un simple discours, ce n'est pas des paroles en l'air. Il faut quelque chose de matériel et ça pose une question. Est-ce que cette matérialité va nous empêcher de rester libres? C'est ce que nous allons voir maintenant. Donc la représentation, on le voit, le beau, ça passe aussi par le corps et pas simplement par l'esprit. C'est une représentation qui donne une représentation de la nature et du réel et qui nous fait éprouver une satisfaction esthétique. L'art procure un plaisir esthétique gratuit. Encore une fois, enfin on va le voir dans le détail. Donc, l'art, comme toute la culture, pose la question de notre rapport à la matière, la nature, le réel. Par exemple, le travail nous permettait de transformer la nature pour nous libérer de nos besoins vitaux en les satisfaisant. L'art, par contre, nous permet d'explorer un domaine qui n'est pas fait pour satisfaire un besoin et en ce sens nous libère de la matière à la différence de la technique. Cependant, il passe par notre corps en passant par nos sens et nous procure un plaisir esthétique qui réconcilie la matière et l'esprit. On va voir un extrait, encore une fois, avec André Malraux, qui va nous parler des maisons de la culture, qui sont faites pour mettre la culture, justement, à la portée de tous.
De quoi s'agit-il essentiellement? D'abord, d'un changement absolument total de civilisation. La raison d'être de cette maison, mesdames et messieurs, c'est qu'il est indispensable aujourd'hui que soit donné à tous ce que les hommes ont fait depuis toujours. Jamais le monde n'a connu une pareille puissance d'imaginaire. La culture, c'est ce qui répond à l'homme quand il se demande ce qu'il fait sur la terre. La maison de la culture, c'est vous. On voit bien qu'ici, Malraux nous dit que l'art, ça n'est pas simplement des créateurs, des artistes, mais c'est aussi des gens qui la regardent dans les maisons de la culture. Et ce qui va nous poser la question maintenant du jugement de goût. Qui est-ce qui va trouver le beau, beau ou pas? Comment ça va se passer? Qu'est-ce qui se passe dans ce dialogue entre l'artiste et son spectateur? Ce qui nous pose la question de savoir à qui s'adresse l'art. Alors, ce qu'on peut dire tout de suite, c'est que l'art nous interpelle. Alors, par exemple, ici, on voit bien que cette fresque, récente manifestement, pose la question des rapports humains quand on doit porter un masque. Il nous interpelle aussi en nous montrant la misère dans le monde. Et sa beauté, d'ailleurs, en quelque sorte. Il nous interpelle de mille manières. Il nous montre des choses qu'on ne verrait pas sans lui. Par exemple, je peux passer place des Quinconces à Bordeaux plusieurs fois sans voir comme ce que voit l'artiste. Donc on peut dire que l'art est toujours une création à partir de la matière, de la nature, dont il se libère en créant des objets nouveaux, des sensations nouvelles, qu'il propose à celui qui voit et écoute ses œuvres. Et c'est celui qui voit et écoute ses œuvres qui va dire que c'est beau ou c'est pas beau. Alors il faut savoir que, donc du coup, l'œuvre d'art est au croisement de la subjectivité de l'artiste et de celle du spectateur. C'est un dialogue proposé par l'artiste. Et donc, comme on le disait, cette expérience fait intervenir le jugement de goût qui dit c'est beau. Bon, par exemple, la plupart d'entre le monde entier, en réalité, trouvent que la Joconde que l'on voit ici au musée du Louvre est belle. Pas agréable, belle. L'art, quand il est soumis au regard d'autrui, est la rencontre de deux libertés qui, à partir de lui, peuvent dialoguer. Alors, on peut aussi trouver des œuvres d'art qui sont moins soucieuses immédiatement de l'harmonie et du beau, mais qui, justement, sont nourries de cette discussion entre celui qui la regarde et celui qui propose. Bon, par exemple, ici, on voit dans ces 3 bouteilles de Coca-Cola, peut-être, puisque les interprétations, il n'y en a pas une qui soit seulement vraie, mais toutes sont vraies, une image du temps qui passe, ou de la consommation. Ici, de la légèreté du lourd. Ici, après tout, ça pourrait être une illustration de ce qui nous intéresse, c'est-à-dire, est-ce que nos besoins, notre matérialité nous fait mourir? Et est-ce que justement tout ce qui nous libère de nos besoins et de notre matérialité nous rend, comme le dit Malraux, nous rend immortels? Ça pourrait être une illustration. Là, je vous laisse deviner. Cela est intéressante aussi, on devrait la mettre dans toutes les classes de philosophie, avec l'autorisation de penser. Donc l'artiste propose son œuvre au spectateur et leur montre une réalité interprétée par sa subjectivité. Mais nous avons parlé tout à l'heure, donc on voit bien que on peut dire que l'art nous libère de nos besoins, comme le fait la technique, mais encore plus en quelque sorte, parce qu'il nous libère en nous proposant des choses inutiles, et un dialogue entre l'artiste et le spectateur qui vont tous les deux discuter du fait qu'une chose est belle ou pas, suivant les sensations qu'elle permettra d'éprouver. Mais nous avons parlé de la technique tout à l'heure, qui elle nous libère elle aussi de nos besoins en nous permettant de ne pas dépendre de la nature.
Mais ça vaut la peine quand même de se poser la question de savoir si, eh bien, s'il faut avoir peur de la technique. C'est une occasion de se poser cette question, puisqu'après tout, est-ce que la technique qui est supposée nous libérer de nos besoins ne peut pas finalement nous enfermer dans un monde dangereux? Si on regarde aujourd'hui, l'humanité s'est libérée de la nature au point qu'elle pense pouvoir en faire son objet et ne pas la respecter. Il va donc falloir repenser les rapports de la nature et de la culture en repensant la technique. Alors rappelons-nous que le travail, c'est un ensemble des activités humaines organisées, coordonnées en vue de produire ce qui est utile. La technique, c'est l'ensemble des moyens mis en œuvre pour la transformation de la nature, ensemble de procédés méthodiques et scientifiques employés à la production. C'est-à-dire qu'en fait, on voit que dans cette libération vis-à-vis de la nature, on peut être amené à la tordre et à en faire véritablement ce que nous voulons aujourd'hui. Ça n'a pas toujours été le cas dans l'histoire de l'humanité, mais aujourd'hui c'est possible. Mais ça ne manque pas, ça n'est pas sans danger. Bon, si on regarde dans le détail et dans l'histoire, on voit que par exemple, en 1984, à Bhopal, il y a un nuage toxique mortel qui a fait des milliers de victimes. En 1985, il y a eu l'explosion de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Le nombre de victimes est quasiment impossible à compter. En 1992, rupture d'une citerne d'ammoniac liquide, 129 morts et 1150 blessés. En 1997, l'explosion de poussière de céréales à Blaye, 11 morts et 1 blessé. La même année, déversement de 100 000 mètres cubes d'eau cyanurée en Roumanie dans des fleuves. On voit bien que là, cette fois-ci, c'est la nature qui est prisonnière de la culture et de la technique. La faune et la flore sont détruites sur des centaines de kilomètres. À Toulouse, en 2001, une explosion d'une zone de stockage d'ammonitrate, une trentaine de morts et des milliers de blessés. Et enfin, à un moment où la nature et la culture, la nature et la technique se sont rencontrées pour créer une catastrophe qui n'avait incommensurable, puisqu'il y a eu un séisme qui a créé un tsunami qui a fait exploser une centrale nucléaire. Mais véritablement, c'est un petit peu comme si la bataille que nous avons vue depuis le départ entre la nature et la culture avait trouvé son apogée. Et on ne sait pas, en tout cas, on ne sait pas qui a gagné, mais on sait qui a perdu, c'est l'homme. Et nous allons écouter maintenant un technicien d'ailleurs, un spécialiste de ces questions-là, qui va nous expliquer l'exceptionnel de cette situation quand la bataille de la nature et de la culture finissent par s'allier en quelque sorte, la nature et la technique, pour donner une catastrophe sans précédent. Écoutons-le. Un tremblement de terre hors norme, un tsunami beaucoup plus rapide et hors norme, et là-dessus un problème nucléaire, nous avons emboîté 3 formes de crise, chacune étant dehors des cadres, et la densité et la connexion entre ces 3, faut qu'on est sur un autre terrain. Et en plus, on n'a jamais imaginé devoir traiter un accident nucléaire à l'intérieur d'un domaine totalement désastré, totalement sinistré, des populations partout, comment on protège des populations alors qu'on ne peut pas les évacuer, que le terrain est inaccessible. Là, on est en terrain totalement hors cadre. Et la vraie question donc à se poser, c'est comment on se prépare aujourd'hui à devoir travailler alors qu'on est en terrain dans lequel on n'a pas le script, on n'a plus la page, elle n'est pas écrite. Il faut l'inventer en temps réel et c'est une situation extrêmement difficile. Voilà le défi sur lequel on se trouve au Japon. Globalement, dans tous les pays du monde et dans toutes les équipes, c'est à peu près le même genre de diagnostic. Vous avez un temps de sidération, d'attente, que ça veut bien rentrer dans le cadre pour qu'on puisse appliquer les solutions habituelles. Et donc il y a un blanc
qui fait que globalement, et ça on le voit à chaque crise, il y a 3-4 jours dans lesquels on ne sait pas puisqu'on n'a pas le plan. Dans une crise anormale, pour laquelle on n'a pas la carte, la clé c'est de réfléchir. De quoi s'agit-il? Quel est le sujet? C'est quoi les erreurs majeures à éviter? Avec qui on va jouer? Les acteurs, ce n'est pas les 3 acteurs prévus, ça va être élargi. Et puis enfin, quelles initiatives? Si vous avez 1 ou 2 idées à me donner, c'est tout de suite, rapidement, pas pour faire des thèses à 15 ans, mais pour être efficace, mais dans la demi-heure, dans les 2 jours, dans les 8 jours, et c'est ça qu'il faut être capable de faire. Aujourd'hui, c'est un monde totalement interconnecté, ce ne sont que des réseaux. Et donc nous avons des activités extrêmement liées, dépendantes et interdépendantes. Tout problème spécifique, quelque part, a vocation à donner un problème global. Toute action ou toute non-action aura des répercussions à très haute vitesse et avec des effets dominos dont certains sont visibles et d'autres ne sont pas invisibles. Et c'est ça le monde de la vulnérabilité dans lequel nous vivons aujourd'hui. On ne triche pas avec les crises. C'est un moment de vérité. C'est un moment dans lequel le faux semblant, c'est immédiatement disqualifiant. Et si on déroge à cette ligne de vie, on a beaucoup d'ennuis ensuite pour garder sa crédibilité, sa légitimité et même la dignité. Et ça, il ne faut pas le perdre dans les crises, puisqu'on est là face à des vrais sujets. Et qui triche avec ces vrais sujets sera immédiatement avalé par les crises. Le point qui est le plus important, je pense pour moi en ce moment, c'est alors qu'on est extrêmement sous le choc de ce qui se passe, d'être capable d'injecter dans la situation, non pas des vociférations ou du conflit ou des positions totalement bloquées ou des fuites en avant, mais d'injecter vraiment de l'intelligence et de la confiance. Autrement, on ne passera pas ces périodes difficiles. Personne n'a la carte. Il faut qu'on invente tous ensemble les meilleures trajectoires pour l'avenir. À écouter ce technicien, ce commentateur, ce spécialiste, on ne peut que penser à notre situation actuelle qui nous rappelle que nous sommes des êtres naturels. Alors je ne sais pas si notre situation actuelle est due à la technique, certainement pas, ou pas entièrement. Elle est due tout simplement au fait que nous pouvons tomber malades, tout simplement, parce que nous sommes faits de corps et de nature. Cette liberté vis-à-vis de la nature, elle est difficile à conquérir et elle passera toujours par un respect de la nature, dont après tout l'artiste est peut-être un modèle, puisque lui, il fait peut-être des choses qui ne sont pas absolument utiles, mais qui sont toujours nécessaires. Donc la nature, c'est une... la technique, c'est une transformation de la nature pour répondre à des besoins vitaux, on l'a dit. Par contre, si cette transformation, elle revient à une destruction, et bien bientôt ce sera la destruction de la nature, et bientôt, enfin, la destruction de nos propres besoins. Donc ce n'est pas la technique en soi qui est dangereuse, mais l'utilisation que l'on en fait. Elle satisfait nos besoins vitaux, alors que la nature n'y suffirait pas, mais si elle détruit la nature, alors elle sera néfaste. Comme l'a montré la catastrophe de Fukushima, il y a urgence à repenser notre rapport à la nature, au moyen du travail et de la technique. Donc nous arrivons à la fin de cette leçon sur l'art et la technique, qui, quand on les compare, nous montre bien combien toutes les deux nous libèrent de la nature et combien toutes les deux doivent toujours quand même continuer à respecter les lois de la matière, sans quoi elles se perdront et elles nous perdront.